Je m'appelle Walter Peretti, je suis responsable, du développement de la cybersécurité au sein de l'École supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci, où je suis en charge de tous les cursus de cyber globalement et nous sommes implantés au campus cyber. C'est là qu'on a notre centre de pôle cybersécurité. Alors, c'est une école généraliste qui recrute en post-bac et en post-prépa également. Donc, en tant que généraliste, on a des cursus qui vont de l'informatique à la finance, en passant par la santé, énergie, ville durable. Donc, c'est très large spectre, avec un socle commun qui est très fort, une première année de cycle d'ingénieur qui est commune, et puis après des spécialisations. Donc, c'est là qu'on va retrouver des orientations sur la data, l'intelligence artificielle ou la cybersécurité. Donc bac-bac, post-bac, donc nous on recrute essentiellement post-bac et puis après on a un nouveau recrutement, qui est en fait en sortie de classe prépa au niveau, bac+2, bac+3 en fait. Il apporte l'écosystème. Donc nous, faut voir déjà qu'il y a eu entre le projet du campus et nous l'école, une synergie forte dès le début. Pourquoi? Parce que l'école d'ingénieurs, elle est au sein d'un groupe, donc aujourd'hui De Vinci Higher Education, où il y a 4 écoles, une école de management, une école, de l'internet et du multimédia et une école de formation continue. Qui fonctionnent de façon transversale depuis la création en 1995. Donc en gros, nous, on a une espèce de culture qui est, quasiment l'ADN chez nous les ingénieurs parlent avec des managers, les managers avec des designers, enfin voilà et tous les chocs culturels qu'il y a et cette volonté de faire travailler ensemble des métiers qui, des fois, se comprennent pas très bien et du coup, le projet campus qui, au départ, était de rassembler les acteurs, les bénéficiaires, les acteurs de la cyber, les formations, c'est tout de suite quelque chose qui est rentré en résonance donc ça, plus la proximité de la défense, puisque notre site principal, il est effectivement, à côté de l'Arche, fait qu'on est venu ici, très vite, par résonance, j'ai envie de dire. Mais en fait, on a recherché, le contact avec l'écosystème parce qu'on n'est pas une école, contrairement à d'autres écoles, il y a d'autres écoles, hein, où je pourrais les citer, mais qui sont traditionnellement dans la cybersécurité. Nous, on a commencé, en fait, à un moment où on avait une petite option en cyber, on avait une petite option en internet des objets et puis on voyait émerger une nouvelle surface d'attaque et on s'est demandé s'il n'y avait pas une histoire à raconter. Donc on a commencé à raconter cette histoire, ça a matché au niveau des étudiants. Puis très vite, on est allé voir l'ANSSI pour avoir, la labellisation de notre cursus qu'on a obtenu très rapidement et c'est à partir de ce moment-là qu'est arrivé très bien, mais l'écosystème qu'on on avait besoin d'industrialiser notre rapport à l'écosystème. Donc en fait, en venant ici, entre autres, ça nous a permis d'élargir notre réseau, très rapidement de faire connaître l'école et nos étudiants aujourd'hui, j'en croise, tellement dans la tour, qui travaillent dans la tour que voilà, c'est devenu un second chez nous. Alors, c'est peut-être une des grandes caractéristiques du milieu de la cybersécurité, oui, c'est qu'on n'arrête pas. On n'arrête pas d'innover, et c'est d'ailleurs, là aussi, probablement ce qu'on vient chercher au campus nous, c'est-à-dire d'être au plus chaud des évolutions et ça d'ailleurs, bon le campus cyber propose énormément de groupes de travail, de groupes d'intérêt dans lesquels on va aller justement, sniffer un peu, l'air du temps. Parce qu'après il y a le temps d'ingestion de ce qui va se passer et sur lequel on doit former nos étudiants, le temps de mettre ça dans nos schémas pédagogiques, donc on essaye de pas prendre de retard, voire de prendre un peu d'avance des fois, en essayant de détecter des signaux faibles et d'adapter ça chez nous. Si je prends juste un exemple, par exemple, c'était, quelque chose sur lequel on est devenu très fort, nous, c'est la gestion de crise d'origine cyber. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a participé à l'exercice Rempart 22 qui a eu lieu au campus cyber. On a beaucoup travaillé avec le groupe de travail, gestion de crise et de fil en aiguille, on a développé très rapidement une expertise en interne qu'on a montée, sur une pédagogie qui se veut une pédagogie complètement ludique, en espèce de serious game et il y a pas plus serious game qu'un exercice de gestion de crise, par exemple. Alors et il y a 2 choses. Il y a en tant que cybersécurité, auquel cas on aborde, l'IA de 2 façons et ça demande encore à être mûri. Heu, c'est la cyber au service de l'IA
et l'IA au service de la cyber. L'IA en cyber, c'est pas un vrai sujet, c'est pas un nouveau sujet, ça existe depuis longtemps. Heu, Ça va continuer à se développer. La question peut-être aujourd'hui, c'est plutôt l'IA de confiance ou la confiance dans l'IA. Il y a eu un très joli, papier blanc de l'ANSSI d'ailleurs qui est sorti, «Créer la confiance dans l'IA, avec une approche par les risques cyber». Donc ça, c'est un peu plutôt là-dessus que nous, on vient se positionner, parce qu'on a une approche risque qui est très marquée chez nous. Cette approche risque, sur l'IA, la confiance dans l'IA, l'usage de l'IA, je crois que ça se répercute aussi dans les enseignements, particulièrement parce que chez nous, l'usage de l'IA, s'est généralisé auprès des étudiants, ça c'est une évidence. Mais que, l'approche risque fait que, quand on lance les étudiants sur un projet par exemple où ils vont utiliser de l'IA, il y a toujours une quantification du risque et de la prise de risque. Donc, typiquement, si je suis un étudiant, que je produis, quelque chose avec une IA, il y aura toujours la question du: «Quel est le risque induit pour moi en termes d'évaluation?» et cetera, de me contenter d'un travail produit par l'IA. Très vite, ils comprennent que, le risque est assez élevé puisque, chez nous, il y a un discours qui est assez clair, c'est, si vous n'apportez rien de plus que ce que m'apporte l'IA, à quoi vous allez servir? Donc, toujours venir rajouter cette couche et qui n'est pas spontanée, on va dire, auprès des étudiants qui souvent s'imaginent que le résultat de l'IA est le résultat attendu, que tout dépend du prompt qui va bien. Et là, nous, notre travail, c'est de leur faire prendre du recul et de l'arriver à leur faire comprendre pourquoi c'est pas suffisant, pourquoi, si c'est pas une IA qui est extrêmement spécialisée, les réponses vont tomber à côté ou être trop larges. Donc là, nous, on a ce travail pédagogique-là. C'est pas juste une question de prompt, c'est après le prompt, il y a une valeur à ajouter, sinon l'IA nous fera pas avancer. Voilà, ça c'est la position pédagogique, mais sur la cyber, c'est un nouveau chantier qui s'ouvre et qui n'est pas encore mûr. Le spectre de la cybersécurité, c'est un spectre assez large. La plupart du temps, on l'associe, aux tâches les plus techniques avec l'image maintenant dépassée, enfin j'espère qu'elle est dépassée du hacker à capuche, avec sa pizza dans un fond de cave et plein d'écrans où il y a des trucs, on sait pas on comprend pas ce qui se passe dessus. Donc j'espère que cette image, c'est plus l'image effectivement de la cybersécurité, parce qu'il y a énormément de métiers, c'est énormément ouvert et ce qui nous a interpellés, au sein de l'école et qu'on est en train de mettre en place et qui pour nous est une ouverture sur l'avenir, c'est quand on voit les nouveaux textes réglementaires qui arrivent, on voit la notion de résilience apparaître de plus en plus. Avant, elle était un peu décorrélée de la cybersécurité. Donc la résilience, c'est, quand une entreprise, a un incident, comment elle va arriver à continuer son activité ou à la reprendre. Aujourd'hui, on sait que le risque devient un risque essentiellement cyber. Donc se pose la question de la résilience cyber. Donc on voit apparaître dans les textes réglementaires européens de plus en plus cette notion-là. Et chez nous, ça, hem, c'est quelque chose qui est rentré en résonance là aussi, parce que c'est quelque chose auquel on réfléchissait déjà en amont. Donc de le voir arriver dans les textes réglementaires, ça nous a vraiment poussé, notamment à ouvrir un cursus qui est dédié à la cyber-résilience. Hem, parce que voilà, ce qu'on dit, c'est aujourd'hui, il faut arbitrer. Je suis une organisation, est-ce que j'aurai zéro incident cyber? La réponse est non, j'aurai des incidents cyber, ils vont être plus ou moins graves et je dois me préparer pour en avoir le moins possible. Après, si j'ai un incident, il faut que je continue mon activité. Comment je fais pour continuer mon activité? Et en même temps, essayer de ne pas avoir d'autres incidents parce que si j'ai tout le temps des incidents, que je dois tout le temps remonter, c'est compliqué. Donc il y a un équilibre entre cette phase amont et cette phase aval de la cybersécurité et je vais revenir sur l'exercice de gestion de crise. Vous allez dire que j'ai un peu une obsession là-dessus, mais parce que pédagogiquement, aujourd'hui, c'est une porte d'entrée qui est juste incroyable auprès des étudiants. C'est-à-dire que même quand les étudiants jouent, même quand on joue en fait, on ne peut pas échapper à la décharge d'adrénaline, à tout ça. On voit des étudiants dans les exercices de gestion de crise qui tout d'un coup, effectivement perdent leurs moyens, d'autres se révèlent. On voit l'aspect humain qui vient déborder largement le cadre purement technique et les étudiants, au travers de ces exercices-là, prennent conscience de ce qu'est la résilience en fait, parce que c'est cette espèce d'exercice paroxystique qui va être la porte d'entrée après à la démarche de: «OK, il y a la crise, il faut gérer la crise».
Quand ils font un exercice de 3 heures, ils ressortent, ils sont épuisés, ça a été terrible. Hem et maintenant, comment on continue? Et cette question de: «Et maintenant, comment on continue?» c'est-à-dire de, vous voyez, de passer, et ça, c'est, je pense que c'est nouveau, de passer du truc, il faut pas qu'on soit attaqué, à quand on va être attaqué, on fait quoi? Et donc ce mindset de dire: «On va prévenir autant qu'on peut, mais il faut qu'on puisse continuer». Et c'est une espèce de prophylaxie des organisations qui était pas du tout dans l'état d'esprit, dans l'air du temps, qui aujourd'hui arrive, commence à s'imposer. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on parlait d'IA, mais voilà, certains attendent de l'IA qu'elle permette de régler des problèmes de résilience. Heu, mais là, on est encore clairement sur quelque chose où l'humain a la main. Et non, moi, si j'ai vraiment une anecdote, enfin des anecdotes, c'est que depuis qu'on a mis en place ces exercices de crise chez nous, c'est de voir les étudiants se révéler, de les voir réaliser l'impact que ça peut avoir sur eux, de sortir très largement d'une situation de pur étudiant et de se rendre compte qu'à travers un jeu dans lequel ils sont allègrement manipulés par les orchestrateurs de la cellule de crise, en fait, de réaliser un peu leur vulnérabilité et de réaliser que le facteur humain, il est vulnérable, et qu'un risque, c'est une vulnérabilité et une menace. Donc si quelqu'un cherche à exploiter ça, ils se retrouvent eux-mêmes en situation de risque. Et là, on va dérouler tout un discours sur votre empreinte digitale, comment vous êtes sur les réseaux sociaux, et cetera. Heu, Parce que tout d'un coup, ils prennent la dimension de leur vulnérabilité et donc du risque qui va peser sur eux.